Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Notre information est vérifiée et factuelle, notre mouvement est citoyen, nous travaillons à ce que le peuple français reprenne ses droits. Nous sommes le Conseil national de transition. Mercredi 21 juillet, bienvenue à vous dans la France libre. Tout de suite l'information avec Bruno et Philippe. Bonsoir. Bonsoir à tous. Eh bien, je vais commencer ce soir par vous rappeler à tous que Éric Fiorile est en prison depuis 218 jours maintenant, donc bientôt 7 mois et demi, et que malgré la température de 35 degrés dehors, il est toujours dans sa cellule de 9 mètres carrés et personne, pour l'instant, ne l'a fait libérer. Que ce soit ses avocats ou les juges qui cherchent à chaque fois des nouvelles excuses pour le garder, sachant que les gens qui disent trop la vérité dans cette soi-disant démocratie française sont assez malmenés en ce moment, pour ne pas dire plus. Alors, je voudrais aussi parler de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez dû voir que le général Lecointre, qui était chef des armées, a donc démissionné. Et quand il a démissionné, il ne s'est pas caché pour dire qu'il n'était pas rentré dans l'armée pour obliger les gens à se faire piquer. Et donc, j'ai souri quand j'ai vu ça, parce qu'aujourd'hui, notre cher surveillant en chef, comme dit Philippe, a été obligé de se fendre d'un discours d'éloge militaire du général Lecointre. Ça a dû lui passer difficilement en travers de la gorge. Voilà ce que je voulais dire. Et j'en dirai pas plus pour l'instant. Je te passe la parole, Philippe. Oui, c'est toujours amusant de voir quand un haut fonctionnaire français ou autre se trouve dans l'obligation de faire l'éloge de son prédécesseur. C'est une tradition assez française d'ailleurs, je crois. Voilà. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord, qui seraient d'accord pour que Maître Dupond-Moretti, qui était mis en examen vendredi dernier, tout simplement donne sa démission. Par ça, ça coule de source. C'est-à-dire qu'un homme qui est un ministre, d'une part, ministre de la Justice, d'autre part, pris dans une logique de conflit d'intérêts et de prise illégale d'intérêts, c'est le pompon, quoi. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer dans ce qu'on avait encore jamais vu dans la République en général et dans la Ve République en particulier. Voilà, on continue je dirais, les nouveautés. Elles s'enchaînent, malheureusement pas dans le bon sens. C'est-à-dire que normalement, cette personne qui aurait dû naturellement donner sa démission depuis qu'elle avait été mise en examen, ou pour ne pas être mise en examen, eh bien, non seulement elle ne donne pas sa démission, elle reste, et on sent nettement qu'on est dans la logique de j'y suis, j'y reste. Sous-entendu, j'y suis pour des mauvaises raisons, et j'y reste pour d'excellentes raisons, mais qui me sont personnelles. Donc c'est ça qui est insupportable au vu des différents citoyens qui regardent un petit peu l'actualité, qui se rendent compte de tout cela, et qui se disent mais par qui sommes-nous gouvernés? On a une partie de la réponse, on n'a pas tout. Si on savait tout, on serait très 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 étonné, je pense.
Bon, voilà. Donc, l'actualité, c'est ça. C'est un gouvernement qui continue de se déliter, qui continue de nous proposer des personnalités ministérielles toutes plus, je dirais, mises en cause les unes que les autres dans différents scandales, dans différentes affaires de conflits d'intérêts notamment. Voilà. On avait parlé en son temps de Madame Buzyn et de ses conflits d'intérêts aussi. Enfin, son mari, en tout cas, Monsieur Buzyn. Avec la grande pharmacie. Donc voilà, on continue dans cette logique-là et ça se poursuit. Donc aujourd'hui, on a un thème qui chapeaute un petit peu tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant et que je trouve pas mal. Et je vais laisser à Sylvain le soin de le dévoiler. Merci Philippe. Tout d'abord, avec Bruno, on va présenter quand même un petit sujet d'actualité qui s'appelle l'opposition contrôlée. Je te laisse présenter, Bruno. Oui, alors vous avez tous vu qu'il y a quelques jours, à grand renfort de publicité, nous avons eu le lancement de la soi-disant chaîne libre, la Une TV par Richard Boutry. Mais tout n'est pas si rose et tout n'est pas si clair dans les actions de ce monsieur. Et donc, nous avons quelqu'un qui a fait une vidéo toute récente pour expliquer un certain nombre de choses que peu de gens savent. Et ce monsieur s'appelle Jean Robin. Voilà, j'en ai fait un petit condensé, ça dure à peu près 4 minutes. Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je réalise des vidéos réservées aux souscripteurs sur l'infiltration de la Chine communiste dans le monde, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et les conséquences de cette attaque sur l'Occident notamment, et la France en particulier. Et donc là, la Une TV se lance, et dès le début, je peux vous annoncer que ce n'est pas une télévision résistante, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, il faut revenir sur qui est Richard Boutry. Parce que c'est lui le grand Manitou, le gourou, comme il s'appelle lui-même. C'est quand même hallucinant. Enfin ça, c'était en 2018, hein, quand il était encore... quand il travaillait avec les puissants de ce monde, dont il a intégralement fait partie. Ce gars-là est de l'oligarchie, donc... Première chose, je dois remarquer, là j'avais vu une vidéo qui le suivait au sein de la manifestation du 17, tous les gens l'applaudissaient. Ah, Richard, déjà le reconnaissait et ensuite l'applaudissait, parce que voilà, ça c'est l'emprise télévisuelle sur l'esprit des gens. C'est l'idolâtrie, c'est incroyable que les gens à chaque fois tombent dans le panneau. Pareil pour... Alors, Raoult c'est un peu différent, c'est un grand scientifique, donc... Mais c'était pareil pour Pétain, c'était un grand militaire, donc dès que, voilà, on est adoubé par le système et l'oligarchie, on plaît aux résistants. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bah, c'est la psychologie humaine. Alors, première chose, donc moi, j'estime que M. Boutry a baigné dans ce communisme-là, qui est l'idéologie dominante des médias français, hein, qui se réunissent tous, je suis le seul à le dire encore, au dîner annuel de l'humanité, là ça va être dans quelques mois, ça sera en septembre, en marge de la fête de l'humanité, y compris Valeurs Actuelles, y compris le Canard enchaîné, soi-disant indépendant, y compris le Figaro de droite, Valeurs Actuelles, la droite dure. Ils étaient tous, en 2018 par exemple, au dîner annuel de l'humanité, avec le ministre de la Communication qui donne les subsides à tous ces médias ultra subventionnés. Bon. Bref, donc, il était dans ce milieu-là, et puis il en est sorti pour faire quoi? Pour faire un média qui allait travailler avec le CAC 40. Ça s'appelait Omega TV. Et alors il y a été de 2007, en fait il a créé, jusqu'en 2019, donc c'est une longue aventure. Alors juste avant ça, j'ai oublié de vous dire qu'il était directeur exécutif de la chaîne KTO entre 2003 et 2005. Bon. Donc il est catholique. Voilà. Alors, Omega TV, c'est quoi? Alors, le Figaro, le 17 janvier 2009, indiquait à ses lecteurs, lancé au départ avec 150 000 € d'économie, les deux associés, donc Boutry était le principal associé avec 55% des parts, et il avait un world class massage truc, parce que Omega TV c'était dans les nouvelles, les nouvelles énergies, le massage, la sexualité, la psychologie, bon. Et alors, ils ont, nous dit le Figaro, les deux associés ont très vite eu besoin de nouveaux financements. Follow the money. Ça, quand vous voulez savoir qui est quelqu'un, pour qui il travaille, vous suivez l'argent. Alors Richard Boutry, c'est pas son cas. Lui, il est financé à haute dose, comme il l'était donc à France 3, puisque c'est carrément l'État là qui lui disait, voilà, tu vas dire ça, hein, t'es d'accord? Tu vas dire ça pour bien faire comprendre aux Français que nous, l'État, on veut qu'il pense ça. Ok. Alors, les financements. La production, ça coûte cher. Notre Richard Boutry qui a déjà produit plus de 700 vidéos.
et qui les vend aussi aux chaînes de télévision. Donc en fait, il est resté dans le même environnement. Ils ont donc pris leur bâton de pèlerin et convaincu les investisseurs de les accompagner. 25 au total ont apporté plus d'1 million d'euros pour 20% du capital. Parmi eux, Gonzague de Blinière. Alors là, on n'a pas vraiment des résistants, vous allez voir. PDG de Barclays, Private Equity. Les banques. Jovanovic, qui est proche de monsieur Boutry, on aimerait bien connaître son avis là-dessus. D'autant qu'il y a aussi Christophe de Becker, numéro 2 de HSBC. Alors là, on est déjà proche de la Chine. HSBC, vous savez, c'est fondé à Hong Kong. J'y reviendrai. Bruno Krombach, DG de Chrometal. Alors ça, c'était quelqu'un qui a vendu son entreprise aux Américains pour faire concurrence aux Chinois, qui étaient en train de tuer le marché de l'acier. Benoît David, coach des patrons du CAC 40. Alors, on y arrive, vous allez comprendre pourquoi. Christopher Baker, avocat. Hervé Odermatt, collectionneur. J'y reviendrai. Ou encore Emmanuel Delataille, journaliste et président fondateur du Press Club. Donc là, on n'est pas vraiment dans la résistance la plus pure et la plus dure, la plus chimiquement pure, dirait Idriss Aberkan, qui lui aussi travaille avec le CAC 40, ce qui explique beaucoup de son discours, qui ne critique jamais la Chine communiste, mais qui en dit plutôt pas mal de bien. Voilà, petit reportage que l'on voulait vous faire partager afin de mieux voir actuellement ce qu'est que l'opposition contrôlée. Oui, alors il faut quand même apporter un petit commentaire. Là, on est dans le procès d'intention. Il nous explique à cette étape-là, ce monsieur Robin, que la Chine communiste serait en quelque sorte le mentor de ce monsieur. Je n'en sais rien. C'est lui qui l'affirme. Ça reste à vérifier, ça reste à démontrer. C'est une piste. Moi, ce que je peux dire de ce que j'ai vu de monsieur Boutry, c'est qu'effectivement, il a l'air d'un showman, c'est incontestablement, à l'ancienne, c'est-à-dire à la manière du système dans lequel nous sommes encore, tout simplement, de tous les présentateurs de télévision qui nous sont donnés à voir, et qui ont un talent réel, qui ont une voix, qui ont une prestance, et qui, alors en l'occurrence, lui, se limite relativement à des constats anciens, et qu'il présente comme des découvertes absolues, quoi. C'est ce qui m'a le plus gêné chez ce monsieur, à titre personnel. Voilà, et le fait qu'il veuille fédérer autour de lui tous les groupes qui évidemment voient en lui une chaîne de télé. Rendez-vous compte, une chaîne de télé, c'est le rêve de tout le monde. Évidemment, c'est le nôtre aussi. Sauf que si on s'amusait à ce genre de choses, bon, on sera assez vite censuré, on sera assez vite coupé. Alors lui, il crée une chaîne de télévision pour contredire le gouvernement. Voilà, et il fédère donc de ce fait l'ensemble des personnes qui sont des groupes de contestation, des dissidents comme on les appelle, comme la dissidence en général. Alors évidemment, la question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'un jour ou l'autre, on est rentré en communication les uns avec l'autre. Alors bien sûr, de façon nombreuse, nous avons au sein du CNT des adhérents qui, pour certains, sont bien introduits, parler à un tel ou à un tel, et ça n'a pas manqué. Certains d'entre eux sont rentrés en lien téléphonique ou email avec M. Boutry. Alors que s'est-il dit? Bon, ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire, mais après, là, il fallait dire est-ce qu'on se rencontre, ou est-ce qu'on se parle, ou est-ce qu'on ne se parle pas? Bah, on se parle pas. Bon, mais pourquoi? Bah, parce que il y a chez M. Fioril, pour moi, et c'est là que je me mets à la place de M. Boutry, il disait, il y a chez ce monsieur une part d'ombre qui fait que, bah voilà, pour l'instant, je ne me sens pas prêt de me rapprocher du CNT. Alors, c'est très étrange, parce qu'on m'a dit beaucoup de choses sur le CNT, on a dit beaucoup de choses sur monsieur Fioril, mais des parts d'ombre, je ne vois pas vraiment qu'il soit à l'ombre. Oui, ça, c'est clair. Mais par contre, une part d'ombre à titre personnel, j'aimerais qu'on m'explique. Or, pour moi, pour cet argument-là, me semble un peu fumeux. Il masque forcément, comme un écran de fumée, quelque chose d'autre. Que peut-il cacher d'autre? Eh bien, peut-être, effectivement, le fait qu'il s'agit d'une opposition, mais d'une opposition dite contrôlée, qui a pour mission de parler des sujets qui agitent la classe sociale française aujourd'hui, le vaccin notamment, les ports du masque, etc., qui rend les gens nerveux, mais qui ne les conduit pas à comprendre l'ensemble du problème. Qu'il est hors de question qu'on leur explique, bien évidemment, par les moyens classiques. Il n'y a que le CNT qui s'y emploie. Bon, voilà, donc on peut effectivement, logiquement, et sans être spécialement paranoïaque, se poser la question de savoir pour qui roule Monsieur Boutry. Voilà, compte tenu de ces financements qui sont mis en avant par Monsieur Jean Robin, là, qui doivent être, j'imagine, réels. Donc, ça peut faire partie d'une partie du mystère à révéler pour savoir qui est vraiment ce monsieur, pour qui il roule, et jusqu'où veut-il aller, et avec qui veut-il y aller, et comment peut-il y aller.
il semble bénéficier d'un certain nombre de moyens. Il vient évidemment de cette société dont nous cherchons, nous, à sortir. C'est pas forcément un crime dans la mesure où le message reste bon. Mais là, le message, il est encore une fois tronqué, léger, il est séducteur, il est dans la séduction, il rameute, il fait penser véritablement à cette légende du joueur de flûte de Hamelin en Allemagne, où il nous joue du pipeau et où tout le peuple le suit jusqu'à ce que tout le monde se fasse noyer. J'espère que ça n'arrivera évidemment pas. Ça n'est qu'une image et j'espère que ce monsieur vaut beaucoup plus cher que ça. En tout cas, c'est ce que je veux croire. Voilà pour le commentaire que j'ai à faire. Très bien, merci Philippe. Avant de lancer le sujet de ce soir, je tenais à rappeler que nous aurons une émission spéciale ce vendredi à 20h30 avec DJ Carofalo. Notre sujet. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Institué pour la France par la loi du 3 avril 1955 et motivé alors par la situation en Algérie, l'état d'urgence est un régime exceptionnel qui, certains troubles intervenant, renforce les pouvoirs de l'autorité administrative. C'est un régime intermédiaire entre l'état de siège et la situation normale. L'état d'urgence peut être déclaré sur la totalité ou sur une partie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature et par leur gravité le caractère de calamité publique. Déclaré ainsi que l'indique la loi de 1955 par le seul législateur. Mais une ordonnance d'avril 1960 étend ce pouvoir déclaratif et habilite le gouvernement à le prononcer par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être prorogé au-delà d'une durée de 12 jours que par une loi qui fixe sa durée définitive. L'état d'urgence accorde des pouvoirs particuliers au préfet dont le département est couvert par la déclaration d'urgence. Interdiction de circulation des personnes ou des véhicules, institution de zones de sécurité à l'intérieur desquelles le séjour de certaines personnes peut être réglementé. Interdiction de séjour. Aussi, de nouveaux pouvoirs sont-ils donnés au ministre de l'Intérieur, assignation à résidence de toute personne dont l'activité se révèle dangereuse pour la sécurité et l'ordre public des circonscriptions territoriales où s'applique l'état d'urgence. 2015 en France, création de l'état d'urgence terroriste et depuis peu, état d'urgence sanitaire. État d'urgence ou urgence d'État, le débat que nous allons avoir ce soir. Alors, merci Sylvain. Donc, moi, je veux parler de différentes sortes d'états d'urgence. D'abord, il y a le soi-disant état d'urgence sanitaire qui a été proclamé par cette République qui, en fait, n'a plus lieu d'être depuis 2008. État d'urgence sanitaire, je ne connais pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas dans les lois. C'est quelque chose qui a été complètement pondu à partir de rien, donc qui est totalement illégal. Et à l'opposé de ça, moi, je vais parler d'un état d'urgence pour les libertés, un état d'urgence pour le peuple. Et je vais vous rappeler à cette occasion que Éric Ciotti, le 30 novembre 2020, a envoyé à l'ONU une déclaration pour informer donc les peuples du monde que le peuple français déclarait l'état d'urgence populaire, c'est-à-dire que le peuple français se considère prisonnier d'une forme de dictature qui ne dit pas son nom, mais qui le dit de plus en plus, finalement, son nom, mais que ce peuple français n'accepte pas ça. Et donc, à l'opposé, en s'opposant à cet état d'urgence sanitaire, on a un état d'urgence populaire, et qui est donc l'état d'urgence de redonner le pouvoir au peuple, non pas par un coup d'État, comme certains pourraient l'imaginer ou le croire, mais par la légalité et le droit et sans violence, sachant qu'il suffit de regarder sur le site cntfrance.fr pour aller voir toutes les choses qui sont liées aux textes de loi qui ont été violés depuis 2008 allègrement, à commencer par la Constitution. Donc le peuple français, en réaction à l'état d'urgence sanitaire, s'est déclaré en état d'urgence populaire pour que, par le droit et par la légitimité, sans violence, les forces de l'ordre se réveillent et aillent mettre fin à cette usurpation du pouvoir par une oligarchie
qui, depuis 2008, depuis la violation de la Constitution en 2005 et l'instauration du traité de Lisbonne par Sarkozy, a complètement bafoué la volonté du peuple français, donc les articles de base de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que tout peuple dont la volonté n'est pas respectée n'a point de constitution. Donc voilà donc ces deux états d'urgence, celui qui est proclamé de force par ceux qui nous gouvernent d'une manière illégitime, et à l'opposé donc l'état d'urgence populaire qui donc appelle le peuple à réagir à cette situation qui est inadmissible. Et le CNT est là pour informer les gens, pour les réveiller, et dans le site du CNT, vous avez absolument toutes les informations, tous les textes de loi, tous les tracts et tous les documents qui vous permettent effectivement de résister pacifiquement. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Donc, je te passe la parole, Philippe, si tu Oui, veux bien. oui, tout à fait, merci. Et donc, moi, ce que j'aurais peut-être rappeler ou dire, c'est qu'il existe, en dehors de la France, une série de personnes dignes de foi et qui fournissent un gros travail pour la vérité dans le monde. Alors, bien sûr, la vérité politique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis en particulier, mais je pense aussi à un journaliste d'origine canadienne, anglophone, mais qui parle aussi un peu français, qui s'appelle Benjamin Fulford. Et je sais que cet homme ne fait pas l'unanimité dans sa manière de rapporter les événements, parce qu'il nous parle de sociétés plus ou moins secrètes qui sont asiatiques et dont nous, en tant qu'Occidentaux, nous n'avons pratiquement jamais entendu parler. Donc c'est un peu abstrait pour nous. Et pour certains, du fait que c'est abstrait, c'est louche. Ben, je ne partage pas tout à fait cette opinion. Je pense que cet homme travaille profondément, qu'il prend des risques énormes, qu'il a effectivement des relations à très haut niveau, puisqu'il a quasiment fréquenté le gouvernement japonais à une époque. Le japonais qui est un pays et une langue qu'il parle très bien. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, sans aller plus loin dans l'éloge que je peux faire de ce monsieur, c'est rester factuel. Et que dit-il? Il dit que justement cette urgence sanitaire, elle a été déclarée un peu partout dans le monde autour d'un virus dont l'existence n'a pas été prouvée, puisque ce virus n'a pas été isolé. Et il enchaîne dans sa même phrase en disant que de ce fait-là, de fait que ce virus n'a pas été isolé, la charge de la preuve par le gouvernement n'est pas faite. Et donc, ça veut dire que la coercition qui nous a demandé autour de ce virus n'est pas justifiée et qu'il s'agit donc d'un crime contre l'humanité. Alors, ce que j'ai trouvé dans cette phrase-là, c'est qu'elle ressemble furieusement à l'une des phrases que nous mettons dans notre texte, qui est faite par nos propres juristes. Et je me dis de deux choses l'une. Soit il est allé chercher sa phrase chez nous, soit c'est une phrase qui sort de son cerveau et il est arrivé aux mêmes conclusions que nous. C'est pas si souvent que sur des points de cette précision et de cette importance, on trouve des personnes qui viennent corroborer ce que nous disons. Donc c'est pour ça que je dis que c'est en train de s'élargir et que les informations commencent à se préciser et que les choses commencent à se dire dans leur réalité, véritablement dans leur réalité. Alors, état d'urgence, oui. Tout à l'heure, tu as dit que l'état d'urgence sanitaire, c'était inconnu, effectivement, dans nos tablettes, ce qui est vrai. C'est très bien dit par Valérie Bugeaud également. Et Valérie Bugeaud, elle souligne quoi? Eh bien, elle souligne un glissement. On est toujours dans le glissement. D'un état d'urgence, on passe à l'état d'urgence sanitaire, parce que précédemment, l'état d'urgence était essentiellement attaché à des problèmes de sécurité nationale militaire, d'ordre militaire, soit par le terrorisme, puisqu'il y a eu le terrorisme. En dernière analyse, c'était le terrorisme comme état d'urgence. Et avant, c'était l'état d'urgence par rapport au danger qu'il y avait de mise en guerre entre des pays étrangers et la France. Là, on passe aussi en état d'urgence, avant d'autres états supérieurs, avant la cour martiale, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette nouveauté, cette création, elle est passée en douce. C'est-à-dire qu'à aucun moment, une loi n'a été votée pour dire désormais, nous avons plus de tout, nous avons l'état d'urgence sanitaire, parce que l'État français et un certain nombre d'États sur la planète postulent qu'il y a désormais des maladies qui n'existaient pas avant et qui sont susceptibles de tuer tout le monde. Ah bon? Alors, on en a eu déjà par le passé, hein, on en a déjà parlé. Des épidémies, évidemment, des pandémies quelquefois, c'est vrai, hein, de peste notamment, de choléra, de lèpre, et j'en passe. Mais qui se sont toutes terminées à un moment donné et qui ont donné lieu à une fin d'épidémie, à une fin de pandémie. Aujourd'hui, à quoi on assiste? On assiste à une pandémie déclarée, mais non observée.
On nous explique qu'il y a une pandémie partout, qu'il y a ce virus est absolument répandu sur toute la planète, que peut-être il sortirait d'un laboratoire, mais on n'est pas sûr, ou d'un pangolin, mais on n'est pas sûr. Donc en fait, et on n'a jamais vu, ça c'est sûr, mais on nous dit qu'on l'a vu, mais personne n'en apporte la preuve. Voilà. Donc aujourd'hui, on assiste à ça, on assiste à une explication d'État par plusieurs États, et en particulier l'État français, pour nous expliquer pourquoi et comment il est nécessaire qu'on se confine, pourquoi il est nécessaire qu'on se teste et pourquoi il va bientôt être nécessaire que tous nous passions à la seringue, comme on dit. Hein. Alors voilà, alors dans le cadre de l'actualité qu'on aurait pu citer tout à l'heure, eh bien, il y a des gens en France, des corps de métier qui se dressent vent debout contre la seringue. Je pense notamment au corps des pompiers qui sont très virulents en ce moment et qui ne veulent pas entendre parler, dont les syndicats leur disent qu'il ne faut pas se faire vacciner. Ils ne vont pas jusqu'à dire pourquoi. Ça, c'est un autre débat, à mon avis, pour eux. Mais dans un premier temps, l'obligation vaccinale, ils n'en veulent pas. Et en tout état de cause, s'ils ne veulent pas de l'obligation vaccinale, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de se faire vacciner et qu'ils s'en trouvaient plutôt mieux. Alors que savent-ils que nous ne savons pas? Qu'ont-ils appris que nous ne savons pas non plus sur le contenu de ce qu'il y a dans les seringues? Donc voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette logique de l'état d'urgence qui nous dit que cet état d'urgence sanitaire est tout à fait novateur, dangereux, incontrôlable et difficile à vivre. Alors, l'autre volet de la question, c'est urgence d'État. Alors, on va peut-être laisser finir sur l'état d'urgence si vous avez des choses à rajouter sur cet état d'urgence que nous vivons tous les uns les autres au travers de l'état d'urgence sanitaire. Donc, y a-t-il d'autres inspirations, d'autres choses à dire sur l'état d'urgence sanitaire que nous vivons? Bruno ou Sylvain? En écrivant le petit papier qu'on a écouté tout à l'heure, voilà, on a bien vu donc l'état d'urgence à quel moment ça a été créé par rapport à la guerre d'Algérie. Et donc là, moi, je me posais une question, c'est pourquoi l'État possédant déjà une armada de lois pour satisfaire un état d'urgence conséquent, pourquoi ce besoin de rajouter encore plus de pouvoir au pouvoir? Est-ce que ce serait une volonté de restriction évidente des libertés? Et sinon oui, et si oui, eh bien non, quel but? Ouais, c'est marrant parce que j'allais justement rebondir exactement sur ce que Philippe a dit en disant pratiquement la même chose que toi, c'est-à-dire qu'en fait, rien que le mot état d'urgence est fait pour faire peur. C'est un moyen qu'ils ont trouvé pour faire peur à la population, pour essayer de faire peur à la population. Parce que dans la population, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'aperçoivent que tout ça, c'est basé sur du vent. Et que finalement, la réalité, c'est que c'est l'oligarchie qui gouverne qui, elle, commence à avoir peur. Donc, pour se défendre de 99% de la population, alors qu'ils ne sont que 1%, pour se défendre que la population ne se réveille pas, eh bien, ils essayent de leur faire peur avec cet état d'urgence. Mais en réalité, c'est parce que eux, ils ont peur. Et ils ont de plus en plus peur. C'est pour ça qu'ils ont encore aujourd'hui même annoncé fièrement qu'ils allaient essayer de vacciner encore 5 millions de personnes avant même la fin du mois. Ce qui m'a fait doucement sourire, parce que plus on force les gens, surtout les Gaulois réfractaires, ça c'est la force qu'on a en France, plus on va forcer les gens, moins ils vont accepter, moins ils vont vouloir, et plus ils vont se rendre compte que derrière tout ça, il y a un loup qui se cache. Voilà. Ben, voilà, disons, derrière cette obligation, tout à fait, Bruno, derrière cette obligation qui est faite aux Français, il y a quelque chose de suspect. Avant, tout allait très bien, les gens se conduisaient naturellement sur les lieux de vaccination pour avoir leur piqûre, et du jour au lendemain, on leur dit désormais c'est obligatoire. C'est étrange. Il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale dans aucun pays, en tout cas pas en France jusqu'à maintenant. La situation sanitaire, seule étant un peu justifiée, effectivement, qu'on nous conseille fortement d'aller nous vacciner, mais ça serait un crime que de dire si vous n'êtes pas vacciné et que la pandémie continue, vous en êtes responsable. Ça serait déjà un crime. Or, c'est pratiquement ce qu'on nous propose sans le dire, tout en le disant. Voilà, donc c'est là qu'est la complexité. Et non seulement donc il y a quelque chose de louche dans la notion d'insistance, hein, et pour rendre cette vaccination obligatoire,
Mais en plus, voilà, il y a la notion de culpabilisation de celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner parce que leur conscience leur dit que non, merci, hein, on va s'en passer. Alors, ils auront peut-être la possibilité de ne pas être vaccinés, mais ce sera au prix, je dirais presque, d'une sortie de société, quoi. C'est-à-dire qu'ils seront mis au banc de la société, soit dans des camps, on peut tout imaginer, soit dans des endroits où on va les réunir, et puis faire en sorte de les convaincre un jour ou l'autre de se faire vacciner pour pouvoir sortir, comme on donne aux prisonniers le droit de sortir si jamais ils se font vacciner. C'est arrivé, hein. Comme on leur donne comme préalable de se faire vacciner pour simplement avoir accès à leur dossier pénal. Donc, c'est arrivé aussi. Donc voilà, donc demain, on ne sait pas quoi imaginer pour se dire quelles coercitions vont-ils utiliser pour faire en sorte que les personnes qui sont vent debout contre la nécessité vaccinale, eh bien ces personnes-là, à un moment donné, pour ne pas se faire sortir du jeu social, vont devoir, ou se faire sortir tout court, vont devoir accepter à leur corps défendant. Hein, c'est vraiment l'expression qui va le mieux à mon avis. C'est-à-dire que leur corps dit non, leur âme même dit non également, mais la mort dans l'âme, ils vont accepter. Et on verra bien à ce moment-là la raison pour laquelle il a été si important pour ces gouvernements de faire en sorte que 99,9% des habitants d'un pays soient vaccinés. Et quelle était donc cette urgence? Quelle était donc cette urgence qui justifiait de se vacciner tout de suite alors que depuis les 3 dernières années, il n'y a pas eu plus de morts à la fin dans ce pays? Alors qu'on était en période non pandémique il y a 2 ans en arrière, eh bien, il y a 2 ans en arrière, il y a 1 an en arrière, et maintenant, on n'a pas plus de morts. Où est cette pandémie? Où est ce virus que personne n'a jamais vu? Ce sont les questions auxquelles il va falloir répondre et peut-être aussi se demander pourquoi les pompiers n'ont pas envie de se faire vacciner. Même quand ils en avaient la possibilité, ils étaient assez peu à se faire vacciner. Alors, où est le problème? On a envie d'une réponse globale à ces questions-là. Évidemment, le corps médical nous en fournit. On a déjà eu l'occasion d'en parler il n'y a pas si longtemps. Mais c'est important de redire les mêmes choses car elles sont plus qu'importantes. Elles mettent en jeu l'avenir de notre santé, l'avenir de nos enfants, l'avenir tout simplement de l'humanité. Et encore une fois, ça n'est pas une façon de parler. Car si ce qu'il y est mis dans nos veines n'est pas conforme, je dirais, au code génétique d'origine de nos corps respectifs, et que cette non-conformité à la capacité, je dirais, à se répandre dans nos corps par des moyens chimiques que nous ne maîtrisons pas, mais que eux peuvent maîtriser, eh bien, pourquoi leur faire confiance aveuglément? Pourquoi ne pas demander des comptes sur ce qu'il y a dans les dosettes de la seringue? Pourquoi ne pas avoir d'informations complémentaires sur ces sujets-là? Pourquoi est-ce que les laboratoires ne nous expliquent pas ce qu'il y a dedans? Pourquoi est-ce que certains laboratoires privés qui trouvent des choses assez hallucinantes n'ont pas le droit à la parole et ne peuvent pas diffuser, etc., etc., etc. Alors, il est hors de question d'affoler plus que de raison les personnes qui sont allées au vaccin et qui en sont à leur première, voire à leur deuxième piqûre. Certaines s'en sortent très bien, il n'y a pas de problème. D'autres ont des difficultés, d'autres ont des douleurs, d'autres ont des vraies difficultés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors évidemment, on nous présente toujours tout ça comme des exceptions et chaque fois qu'il y a un vrai problème, on nous dit oui, ça vient peut-être du vaccin, mais c'est exceptionnel et aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une société, au sein d'une société surinformée, que les informations arrivent à vos oreilles, alors qu'autrefois, c'était pareil, mais on avait exactement les mêmes résultats. C'est pas vrai. Statistiquement, on a des chiffres. On sait très bien quels sont les soupçons de mort suite à une vaccination qui existait dans les années 60 pour un tétanos DTA, comme on l'appelait, un diphtérie tétanos. Et on sait très bien, on a très bien les statistiques de gens combien en mouraient, combien étaient en parfaite santé. Mais ces chiffres-là ont explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit notamment que ceux qui attrapent la Covid-19 sont majoritairement, je dis bien majoritairement, des personnes qui ont été vaccinées. Alors, cherchons l'erreur ensemble. Il faut trouver des explications. Il faut peut-être demander à des ministres qui ne seraient pas encore mis en examen s'ils ont une explication à nous donner sur ces sujets-là. Or, pas d'explication pour l'instant. Nous sommes obligés de croire tout ce qu'ils nous disent sur parole. Voilà, messieurs les politiciens, si vous voulez qu'on recommence un jour à faire confiance à vos paroles, ce serait bien de vous rapprocher de vrais scientifiques, pas de scientifiques de télévision, hein, je dis bien de vrais scientifiques, avec des vraies méthodes, dans des vrais journaux scientifiques, dans des vrais ouvrages scientifiques, de façon à ce qu'on puisse, en bout de chaîne, en tant que consommateur de la vaccinologie, être certain que ce qu'il y a dans la seringue, c'est uniquement fait pour mon bien et pas pour autre chose. Et si c'était pour autre chose, ben, il serait urgent de se tourner vers les fabricants, les grands pharmaciens, pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont produit ce type de produit qui va dans la direction qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de la santé des personnes.
Voilà, il faudrait leur poser la question. Ils ont sûrement d'excellentes réponses à nous donner. Voilà, donc l'état d'urgence sanitaire, c'est tout ça aujourd'hui, c'est un contexte global. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui en France, on y est en plein dedans, alors que dans des pays voisins, ils en sortent. Je pense notamment à l'Angleterre, où ils sont en train d'abroger toutes les mesures Covid, circulation, pas de port de masque, pas de vaccination obligatoire, etc., etc. Nous, on navigue exactement à l'inverse. On est l'un des pays les plus, comment dirais-je, les plus formatés, les plus coincés, les plus ennuyés au niveau de sa population par rapport à ce projet d'obligation vaccinale. Il y a un ou deux pays d'Afrique ou d'Asie, je crois, qui est plus coercitif que nous, mais on est dans le peloton de tête. Voilà, donc la question est de se poser, il faut se poser la question, pourquoi la France? Pourquoi la France? Est-ce que comment dirais-je, le système politique et les hommes politiques qui sont actuellement encore aux affaires, comme on dit, hein, est-ce qu'il est suffisamment pérenne dans le temps pour que on ne remette pas en cause sur la durée l'obligation vaccinale? Est-ce que si demain tout le monde se fait vacciner et qu'après-demain ce gouvernement chute et qu'on s'aperçoive qu'il n'a pas été forcément très honnête avec sa population, est-ce qu'il ne serait pas à ce moment-là un peu tard pour en faire le constat par rapport à ce qu'on se sera tous mis dans les veines? Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire qui est-ce qui va arriver le premier? Qu'est-ce qui va arriver en priorité? L'obligation vaccinale ou est-ce que c'est d'abord ce gouvernement qui va être modifié, remanié, peut-être renversé par d'autres que nous, évidemment, hein. Quand on voit ce qui se passe dans le reste du monde, on se dit qu'il y a une chance pour que ce soit la deuxième chose qui arrive, que cette urgence sanitaire qui n'a pas de fondement légal, qui n'a pas de tradition, qui n'a pas de logique, qui n'a pas de sens médical, pour que cette urgence sanitaire soit autre chose qu'un prétexte à faire des choses qui nous inquiètent dans l'arrière de notre cerveau. Vous savez, quand on dit j'ai une arrière-pensée ou j'ai un mauvais pressentiment, eh bien, je pense, moi, que les Français, quand on leur parle de vaccination obligatoire, ils ont tous un mauvais pressentiment. Voilà mon sentiment à moi. Alors On pour peut ce qui est des parler. libertés, Philippe, il faut savoir que la France est en train de rivaliser actuellement avec le Pakistan pour les libertés, puisque le Pakistan est le seul pays dans l'immédiat qui prône l'obligation vaccinale. Mais ça, Voilà. c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est tout à fait normal parce que les gens qui nous gouvernent de cette république, donc qui est maintenant totalement illégitime, savent que le peuple français, c'est lui qui a été à l'origine, il y a 200 ans, de la liberté dans le monde. Donc le peuple français, ce sont effectivement, comme j'ai déjà dit, des Gaulois réfractaires, des gens qui veulent se défendre et qui veulent garder leur liberté. Donc évidemment, comme ils savent que le peuple français est réfractaire, ben, ils durcissent, ils tournent la vis pour que les gens ne se révoltent pas. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est tout à fait l'inverse. Et nous, ce qu'on veut au niveau du CNT, c'est que ça ne se passe pas dans la violence, mais que les gens soient éveillés, que les gens se rendent compte de ce qui se passe réellement, qu'ils aillent aux bonnes sources d'informations et notamment qu'ils aillent voir sur le site du CNT toutes les informations et tous les articles dont on a mis les liens qui permettent de prouver et de justifier que toute cette pandémie du Covid est en fait un gigantesque coup monté pour qu'une petite caste, une petite oligarchie gouverne la planète. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de plus en plus visible. Et je peux citer encore deux exemples, comme tu disais tout à l'heure, Philippe. Il y a des médecins libres, des médecins qui ont la parole libre, qui ont soulevé deux paradoxes absolument évidents. C'est que si les vaccins étaient si efficaces, à partir du moment où on a déjà vacciné les 80% de la population à risque, celle qui donc risquait de se retrouver en réanimation à l'hôpital, où se trouve actuellement le risque. Même s'il y avait 20 ou 30 ou 40 000 contaminations par jour, si c'est une simple petite grippe, où il est le problème? Et d'autre part, si les gens vaccinés ont un vaccin qui est efficace, pourquoi ils ont peur des gens qui ne sont pas vaccinés? Tout simplement. Absolument. Ah, ça, c'est la question à laquelle il n'a jamais été répondu, y compris des années en arrière. Si effectivement je ne suis pas vacciné, en quoi je peux être dangereux pour celui qui l'est? Et ça, c'est la question qui bloque le cerveau des médecins, qui ne sont pas forcément spécialistes en pharmacologie, ils ne sont pas forcément des biologistes et qui n'ont pas les réponses. Et ils sont obligés de mettre leur autorité dans la balance, c'est-à-dire de dire à leur patient, vous faites comme je vous dis parce que c'est moi le médecin. Sauf que le patient, s'il est un peu informé, a les moyens de lui répondre, docteur, est-ce que vous avez une formation dans ces domaines? Or, la réponse est non.
Donc il y a de la part des médecins une prise de risque énorme dont nous les avons avertis ou qu'on a rappelé auprès d'eux. On a eu l'occasion de le faire par écrit sur notre site. Ils seront responsables de tout ce qui arrive derrière sur la vaccination s'il devait arriver quelque chose. Et s'il devait s'avérer que ce qu'il y avait dans les liquides des seringues n'était pas forcément adapté à la santé des personnes. Bref. Donc tout ça, ça participe d'un montage politique, évidemment, puisque tout part du politique, tout part de la direction politicienne. Et les ordres viennent d'en haut, de M. Macron et de ses ministres, évidemment. Et tout redescend en pyramide vers nous et pour faire de l'obligation, pour prendre comment dire, un vaccin plutôt qu'un autre à un moment donné. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il y a tout un tas de directives qui nous tombent dessus, des contradictions à peu près tous les 3 jours, des changements de bord, on a envie de dire. Et c'est vrai que ça, c'est typiquement, mais vraiment typiquement, le comportement d'un gouvernement qui est en guerre. Surtout un gouvernement français. C'est-à-dire un coup devant, un coup derrière, un coup à gauche, un coup à droite. Ça, c'est ce qu'on a vécu pendant la drôle de guerre et les quelques mois qu'ont duré le Blitzkrieg sur la France. C'était la panique générale, quoi, dans tous les sens. Et ça me fait penser à ça. La période que nous traversons aujourd'hui me fait penser à ça. Un des rares points sur lesquels je suis d'accord avec M. Macron, c'est que nous sommes effectivement en guerre. Nous sommes dans une logique de guerre, ça c'est vrai. Maintenant, il reste à savoir contre qui, avec qui, pourquoi. Voilà, ça c'est la vraie question. Il faut que les Français se la posent. Il y a une question Euh, qui est bien soulevée, c'est qui est le banquier de chez Pfizer? J'en dis pas voilà. plus. Ben voilà, donc il faut bien réaliser que le mal dont nous sommes atteints aujourd'hui, dans cette urgence sanitaire qui nous oblige tout doucement mais sûrement, qui nous dirige vers une obligation vaccinale, qui pour nous est dangereuse. C'est le mot le plus faible que je puisse trouver pour définir ce que nous pensons de cette obligation vaccinale. Tout ça pour dire effectivement qu'il va falloir se préparer à réfléchir, à aller au-delà des apparences, c'est-à-dire que se mobiliser contre une obligation vaccinale, ça me paraît nécessaire, ça me paraît indispensable, ça me paraît immédiatement nécessaire et indispensable, mais ça n'est pas la seule chose à laquelle réfléchir. Il faut réfléchir à tout le reste en amont et réfléchir à comment on en est arrivé là. D'une part, en un siècle de vaccination, parce que on s'aperçoit quand on se rend un peu plus savant sur l'histoire de la vaccination, l'histoire des guérisons vaccinales, ben on apprend des choses qui sont tout à fait édifiantes. Et on prend une grille de lecture qui nous permet de dire, ah bah oui, effectivement, si on raisonne comme ça, on comprend mieux ce qui s'est passé. Voilà. Et il existe des preuves dans différents niveaux, comme il existe la preuve que nous n'avons pas de preuve de l'existence de ce virus. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la vérité. À l'heure où on se parle, nous n'avons pas la preuve de l'existence de ce virus. Et c'est au gouvernement de faire la preuve de cette existence pour commencer toute forme de coercition, toute forme d'obligation faite au peuple. Et pour l'instant, nous n'avons pas la preuve. Donc on est fondé, nous, peuple, à dire on n'en veut pas tant qu'on n'est pas sûr. Se mettre des aiguilles dans le sang, c'est pas des gestes neutres. On a envie de se comprendre. Pourquoi on fait ça? Voilà. Le choléra, on connaît. Voilà. La diphtérie, tétanos, on connaît. La poliomyélite, on connaît. Bon, voilà. Mais ça, ce virus Covid-19, on l'a jamais isolé. On ne sait pas. Et puis Philippe, tu parlais du passé, mais Ouais. au Moyen Âge, on n'avait pas toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, mais malgré tout, quand il y a eu les grandes épidémies de peste, on n'a jamais confiné toute la population des gens qui ne sont pas malades. Ça ne s'est jamais vu, même au Moyen Âge, même quand la peste décimait 30% de la population. Mais là, on rentre dans la dialectique. Parce que si jamais tu dis ça à un médecin aujourd'hui, il va te dire, ah bah, c'est dommage, parce que si on avait confiné, on aurait eu beaucoup moins de morts au Et Moyen-Âge. on a confiné, oui, oui, peut-être. Mais quand on regarde ce qui s'est passé là avec cette soi-disant pandémie, la Chine a confiné. Et donc, à partir du moment où la Chine a confiné, tout le monde a confiné. Et maintenant que la Chine est déconfinée, ben, l'économie repart dans ce pays à se demander vraiment si ce n'est pas eux qui ont créé ce virus. Donc, dans un certain sens, on prend ce qui est de mauvais dans la dictature chinoise et on l'applique à notre pays. Je trouve que c'est très bizarre comme comportement. Ouais, il faudrait peut-être finalement donner raison à ce monsieur Jean Robin qu'on avait tout à l'heure C'est ce que j'allais dire. Covid-19, virus Covid-19, communiste. qui voyait des Chinois partout.
Peut-être qu'il a raison, peut-être que la Chine est à l'origine de beaucoup de choses dans cette aventure. Peut-être aussi que le Covid n'est que la pointe de la flèche, si je puis dire, d'une guerre, justement, dans laquelle nous sommes, vis-à-vis de l'Occident, entre la Chine et on ne sait qui, l'Occident, ou entre des grandes factions au-delà de tout ça qui nous échappent, dont les noms sont pas connus du grand public, dont il n'est pas forcément opportun de citer les noms ici, pas pour l'instant en tout cas, mais dont on entend parler dans les milieux autorisés, comme disait le regretté Coluche. Il y a des milieux où on parle de Rome, où on parle de Babylone, où on parle de l'opposition entre Rome et Babylone, mais que cette guerre qui se déclare, c'est une sorte d'aboutissement de cette guerre entre Rome et Babylone, qui durerait depuis 3000 ans, bref. Tout ça est très intéressant, très curieux, mais les Français ou ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément d'accord pour faire le lien entre une histoire aussi lointaine et ce qui nous arrive aujourd'hui. Moi-même, il n'y a pas si longtemps, je n'en aurais pas été capable, je vous le dis franchement. En revanche, on a peu de temps pour réagir. Moi, j'ai eu du temps, ça va, ça s'est passé en 4-5 ans, mais là, on a plus de temps pour réagir. C'est-à-dire que la piqûre, c'est non. L'obligation de la piqûre, c'est non, c'est sûr. Les gens sont dans la rue, vent debout contre cette obligation. Vérifier ce qu'il y a ce qu'il y a dans les doses avant de se faire injecter quoi que ce soit, obtenir des certifications, obtenir des garanties en cas de problème. Tout ça, ça n'a pas été fait parce qu'on a fait une confiance aveugle dans nos gouvernements qui nous ont envoyés vers la vaccination sans qu'on ait le droit de poser une seule question, ce qui est quand même pas normal, à mon avis. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe par rapport à l'Assemblée nationale et à ce qui se passe par rapport à un projet d'obligation vaccinale, j'ai l'impression que c'est déjà entériné, quoi. Si j'écoute bien, si j'entends bien tout ce que je vois, il n'y a jamais que Monsieur Dupont-Aignan qui monte au créneau pour dire non à l'obligation vaccinale, mais j'en vois pas beaucoup d'autres. Voilà. Donc, je vote pas du tout pour Monsieur Dupont-Aignan, mais c'est simplement pour dire que ils sont pas nombreux, ceux qui montent au créneau à l'Assemblée nationale contre ce projet-là. Donc, ce projet, comme on dit chez moi, il nous pend au nez, quoi. Il va se transformer en réalité dans pas longtemps, quoi. Voilà, et il reste à savoir pourquoi, dans quel but, d'où ça vient, à qui ça profite, quels seront les effets sur nous. Toutes ces questions-là, elles sont majeures. Nous, on a les réponses. Il faut venir sur nos sites, il faut écouter nos directs, et il faut être dans une logique d'éveil et pas dans une logique de je m'oppose à. Ce que j'entends va au-delà de ma raison, va au-delà de ce que j'ai appris depuis que je suis enfant. Donc, je n'y crois pas, donc je ne valide pas. Il faut être un tout petit peu plus ouvert que ça, se donner les moyens d'entendre jusqu'au bout. Et après, c'est votre seule raison, là je m'adresse à tous celles et ceux qui nous écoutent, c'est votre seule raison qui doit faire le tri entre ce qui résonne à l'intérieur de vous et ce qui ne résonne pas. Voilà. Informer, que ce soit le reste de la population, que ce soit les gendarmes, que ce soit vos voisins, vos amis. Et un jour, une masse critique va être atteinte. Et à ce moment-là, la population va se faire entendre beaucoup plus encore. Et tout ça va basculer dans le bon sens. Voilà. Ça peut se passer très vite, mais il faut un certain temps pour que ça se passe. Donc, allez-y, utilisez toutes les informations que vous avez sur le site du CNT et parlez-en autour de vous. L'information, c'est la meilleure manière, je dirais que c'est la meilleure manière de combattre en ce moment, l'information. Voilà, donc on va renvoyer les personnes vers nos sites, conseilnational.tv, conseilnational.fr. CNT Canal Historique également, qui est notre chaîne de télé, CNT Canal Historique. Voilà, je crois que c'est important de rappeler tout ça parce que voilà, autant profiter de ce direct pour le faire. C'est un message d'espoir que nous délivrons, effectivement. N'ayez pas peur. Vous pouvez aller sur nos sites et prenez conscience de vos droits et de vos libertés. Et surtout, n'ayez pas peur. Ne démissionnez pas. N'ayez pas peur. Bon, il nous reste un bon quart d'heure. Est-ce que Sylvain, tu veux ouvrir le feu sur la partie urgence d'État? Alors, j'aurais juste envie de dire corrélation ou pas? Bah oui, forcément. Voilà, j'ai pris un petit raccourci, au moins c'est fait. Oui, tout à fait, état d'urgence. Oui, vas-y, Bruno, je t'écoute. Alors, moi, je voulais justement parler d'un autre état d'urgence qu'on entend toujours de plus en plus, même maintenant, c'est le soi-disant état d'urgence climatique. Alors, on essaye là aussi de faire peur aux gens, et c'est lié même un peu avec cette pandémie, parce que les problèmes de la pandémie vont donner des problèmes économiques, et à partir de là, on va se servir de ça comme excuse pour nous dire, eh ben, il faut augmenter les prix du pétrole, il faut que les matières premières coûtent plus cher, il faut que le transport coûte 4 fois plus cher.
etc., etc. Alors que le transport coûte plus cher, ça peut être une bonne chose parce que ça obligera des entreprises qui étaient délocalisées en Chine ou ailleurs à revenir en France. Bon. Mais par contre, quand on me parle et quand je vois les rapports du GIEC sur le soi-disant l'état d'urgence climatique, moi, je me suis amusé à regarder les températures sur la planète depuis les 2 derniers millions d'années. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 1 million d'années, la température sur Terre était 6 ou 7 degrés au-dessus. Donc, c'était carrément tropical. L'espèce humaine a survécu et la preuve, c'est qu'on est là pour en parler. Et à l'époque des dinosaures, c'était encore pire parce qu'on avait des températures de 55 degrés. Donc, tout était tropical, même au niveau des pôles. Donc, déjà, là, ça permet de faire un petit peu un recul par rapport à ce qu'on nous dit. Et puis, la dernière chose, c'est que la période glaciaire qui s'est terminée il y a 10 000 ans, en fait, ne s'est pas terminée. On est encore en train de diminuer les glaces un peu partout. La Terre est encore en train de se réchauffer. C'est l'effet d'inertie depuis 10 000 ans qui n'est pas terminé. La preuve est que, par exemple, dans certaines régions du Canada, le sol est encore en train de se soulever suite à la fonte des glaces qui ont fondu, les glaces qui faisaient à peu près 2000 mètres ou 3000 mètres d'épaisseur, qui ont fondu il y a 10 000 ans, eh bien, par la diminution du poids, le sol est encore en train de remonter. Ce n'est pas fini. Donc, on est encore en fin de période glaciaire, donc c'est normal que la Terre se réchauffe. Alors, faire le lien entre ce qui est dû à l'être humain et ce qui est dû à la nature, moi, je ne suis pas convaincu de tout ce qu'on nous raconte. À commencer par la fameuse Greta Thunberg, qui était là pour faire peur à tout le monde, elle, bien sûr, parrainée par M. Soros. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bah, on a eu même des choses plus précises que ça, hein, puisqu'il y a eu un célèbre procès. Alors, je ne vais pas retrouver les noms des personnes, mais entre un Canadien et un Américain qui était le pape du réchauffement climatique, reconnu internationalement, et un Canadien qui était un scientifique inconnu, travaillant pour lui-même. Et le scientifique inconnu a défié le grand pape de prouver sa théorie, quoi. Et ça s'est passé devant les tribunaux. Et finalement, le jeune Canadien, lui, il a avancé tous les éléments de ses recherches pour démontrer qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, pas plus que ça en tout cas, et ça a été particulièrement percutant vis-à-vis des juges qui ont trouvé la démonstration assez bluffante. Et ils ont écouté pendant des heures, hein. Et puis, une fois que le monsieur canadien a fini d'exposer son point de vue, arme scientifique à l'appui, vraiment scientifique, et les jurés les jurys plutôt se sont tournés logiquement vers le pape de la climatologie en lui disant: monsieur, on écoute vos arguments. Alors il a dit, il a répété ce qu'il disait depuis des années, et les juges ont dit non, mais ce qu'on voudrait, c'est entendre la même chose que ce qu'elle vient de nous dire ce monsieur, de votre point de vue, avec vos recherches scientifiques, vos résultats, etc. Et là, le monsieur a dit non. Bon, donc les juges se sont retirés pour délibérer, et le monsieur canadien, David, a gagné contre Goliath parce que tout simplement, lui, il avait convaincu les jurés alors que l'autre n'avait pas montré ses cartes, n'avait rien montré. Donc en fait, dans le dossier réchauffement climatique, officiellement, il n'y a rien. Suite à ce procès mémorable qui a eu lieu, je crois, sur la côte ouest des États-Unis, peu importe. Voilà, donc on est sur de la démonstration, on n'est pas sur des racontards, là, on est sur des vérités profondes, effectivement. Donc ce que je voudrais dire avant qu'on se quitte, parce que le temps passe, pardon. C'est qu'on a parlé de deux personnes tout à l'heure, Monsieur Robin et Monsieur Boutry, en les affrontant un peu, puisque l'un n'est pas tout à fait d'accord avec l'autre. Alors au sein du CNT, on n'a pas l'habitude de parler des gens indirectement comme ça, sans leur laisser la possibilité de répondre, évidemment. Donc Monsieur Robin, on ne connaît pas plus que ça. S'il veut répondre, y compris sur notre chaîne, dans quelques minutes qu'on pourrait lui attribuer lors d'une intervention en direct, ce sera avec plaisir, sachant qu'il porte la responsabilité de ses propos et que nous ne sommes pas là pour porter jugement. Tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est mon impression. C'était pas simplement que je validais ce que disait ce monsieur. Et quant à monsieur Boutry, il a tout simplement un droit de réponse. C'est-à-dire que là, je l'ai carrément challengé avec mes impressions à moi, mes idées à moi, mes paroles à moi. Donc, il a tout à fait le droit de venir s'exprimer sur notre chaîne, soit dans un direct, soit dans une conversation à bâton rompu qu'on pourra éventuellement utiliser par la suite, s'il en est d'accord.
Voilà, donc ce que je voulais dire, il nous reste quelques minutes pour parler de l'urgence d'État. Donc j'ai un petit peu mis dans les cordes notre ami Sylvain sur l'urgence d'État. Est-ce qu'il y a urgence de faire de l'État? Ou alors la question c'est, est-ce qu'il est urgent d'en faire plus? Est-ce qu'il est urgent d'en faire moins? Ou est-ce qu'il est urgent d'en faire mieux? Voilà, donc aujourd'hui, pour faire plus, ça serait compliqué parce que l'urgence d'État, c'est qu'on est déjà dans un État qui est très prégnant, dans un État-providence, dans un État où les Français et les Françaises attendent tout du gouvernement. Quand il y a un problème, ils se tournent vers le gouvernement. Donc, est-ce qu'on est dans l'urgence d'avoir un gouvernement qui nous en dise encore plus, qui nous donne encore plus de coercition, qui nous donne encore plus de raisons d'être confinés, etc. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il n'y a pas d'urgence d'État en France, bien au contraire. L'urgence, c'est au contraire de se désincarcérer d'une présence de tous les instants de l'État dans notre vie quotidienne, qui intervient sur tout. Et quand on n'est pas d'accord, qui intervient pour nous taper sur les doigts, nous réprimander, nous mettre des amendes ou pire encore. Donc ça, est-ce qu'on en a besoin de plus? Je pense pas. L'État répression, non, sûrement pas. On a ce qu'il faut, hein, on a ce qu'il faut. Mais maintenant, est-ce qu'on pourrait faire de l'État mieux? Oui, on pourrait faire de l'État mieux, bien entendu, au travers du CNT. Je ne vous surprendrai pas. Le CNT n'étant pas un État, étant un outil, mais cet outil permettra aux Français de choisir leur mode de gouvernement et donc le système de l'État, hein, puisque le gouvernement et l'État, c'est très lié. Donc voilà, donc faire mieux, oui, faire mieux. Pour ça, il faut adhérer, il faut venir vers nous, il faut aller voir ce qu'il y a sur le site, il faut écouter nos directs du soir. Il faut comprendre que les choses bougent à une extrêmement grande vitesse, que tout n'est pas forcément accessible à la compréhension de chacun. Non pas parce que, mesdames et messieurs, vous êtes des gens stupides, pas du tout. Vous êtes des gens très intelligents, aussi bien que nous ici, hein, il n'y a pas de souci, même plus parfois. Mais vous n'êtes pas informés. Et c'est ça qu'on se propose de faire pour vous, c'est de vous informer. Voilà, vous réinformer pour être tout à fait exact, parce que vous avez mis un drap sur votre télé, parce que ce que vous y voyez ne vous intéresse plus, ou alors vous ne vous en servez plus que pour les jeux vidéo. Et nous en sommes tous là, hein, autour de nous. Je ne vois que des gens qui abandonnent l'information officielle, la doxa officielle, qui, en temps de guerre, l'information, je vous le rappelle, s'appelle de la propagande. On est bien d'accord. Donc voilà, et pour ça, venez chez nous. Alors sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Eh ben, je vous conseille vraiment, mesdames et messieurs, d'aller plutôt vers le tout, c'est-à-dire nous, hein, CNT, conseilnational.tv, conseilnational.fr, que vers le n'importe quoi, qui existe aussi à plus petite échelle parce que ça coûte cher de faire du n'importe quoi. Mais il y a les officines d'État dont le job est d'envoyer des fausses informations. C'est vrai, c'est absolument vrai. Est-ce que nous ne nous faisons jamais prendre à ce jeu-là? Ce serait très présomptueux de dire qu'on ne se laisse pas prendre, mais c'est aussi dire la vérité que de dire qu'on devient de plus en plus malin, sachant, et qu'on est de moins en moins susceptible de tomber dans les pièges, nous, au sein du CNT. Voilà ce que je dis avec beaucoup de prudence et d'humilité, en toute humilité, car c'est une vertu nécessaire. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'urgence d'État. L'urgence d'État, c'est plutôt l'urgence de changer de mode d'État pour arriver vers un État qui sera moins prégnant, moins coercitif, moins répréhensif, etc., etc. Et faire en sorte que l'initiative soit laissée de plus en plus à l'individu, moyennement un changement personnel, moyennement un changement personnel des choses. Hein. Parce que ces changements-là, ils ne se feront pas que grâce à l'État, ils se feront grâce à un changement d'attitude de chacun d'entre nous. Et ça, c'est très important. C'est des sujets sur lesquels on aura, j'espère, l'occasion de revenir. Voilà, pour moi, j'ai fini là. Oui, écoute, merci Philippe. Moi, je vais terminer sur ce que tu disais en rebondissant aussi. C'est qu'en fait, maintenant, on a la possibilité, nous au CNT, avec un programme qui est construit, un programme qui était durement et mûrement réfléchi, de pouvoir faire une transition qui va durer 2 ans. Et en 2 ans, on peut complètement transformer positivement le pays. Et comme tu disais tout à l'heure, désincarcérer la population de cette oligarchie qui nous opprime et en même temps, et surtout par rapport à nous, grâce à ça, désincarcérer Éric Fiorile et les autres personnes qui sont des lanceurs d'alerte ou des dissidents qui ont été mis en prison tout simplement parce qu'ils ne supportaient pas la pensée unique qui nous écrase. Voilà. Donc, à vos paroles, à vos contacts, lisez, regardez le site, utilisez les documents, les tracts et les informations et faites-le savoir autour de vous. Merci Bruno, merci Philippe. Gardez le sourire, gardez le moral. Le moral est gage de bonne santé.
notez ça, je vous le rappelle. Nous aurons le plaisir de vous informer à nouveau. Ce sera vendredi à 20h30. En attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.